Eh bien, bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver sur ce live. Ce premier live de la semaine QVCT. J'ai le grand plaisir d'accueillir Guillaume aujourd'hui, Bonjour Aurélien. que je vais vous présenter juste après. Je vais reprendre ma petite fiche. Attention, c'est parti. L'objectif donc aujourd'hui, c'est de débriefer l'écoute managériale. Guillaume, est-ce que tu peux rapidement te présenter, nous dire un petit peu qui tu es et ce que tu vas aborder comme sujet aujourd'hui? Bien sûr. Alors moi, du coup, je suis coach certifié en DISC. Et du coup, l'écoute managériale fait partie indirectement de la plupart de mes formations, puisqu'on parle communication principalement, mais également perception, et ça va du coup avec l'écoute. Du coup, je suis en première ligne de tout ce qu'on peut rencontrer aujourd'hui en termes d'écoute managériale, qu'elle soit positive ou là, on voit où il y a du travail. Je te confirme, il y a du travail. On va en parler ce matin justement. Est-ce que tu peux me positionner un petit peu le rôle du manager en France et sa posture, juste pour qu'on ait un prérequis de départ pour savoir comment on peut améliorer la qualité de vie au travail? Aujourd'hui, un manager, il doit principalement écouter ses équipes. Là où ça n'a pas toujours été le cas dans le passé. Avant, c'était surtout manager et driver. Aujourd'hui, le Diriger, management, on peut dire diriger. on peut dire complètement diriger. Ouais. Complètement. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Pourquoi on ne dirige plus? Parce qu'à l'époque de nos grands-parents, moi je me rappelle, ça dirigeait fort. Ouais, c'est vrai. Pourquoi on ne dirige plus? Le monde du travail a changé. Le monde du travail a énormément changé. Avant, on aimait obéissance et hiérarchie. Aujourd'hui, les employés sont en recherche d'autonomie, de sens, de collaboration. L'écoute aujourd'hui, c'est vraiment le cœur du management, autant pour les managers que pour les équipes. Trop bien. Qu'est-ce qu'on entend, maintenant qu'on a redéfini un petit peu le périmètre du rôle du manager, rapidement, qu'est-ce qu'on entend par la notion d'écoute? Qu'est-ce que ça veut dire l'écoute aujourd'hui? L'écoute, c'est un outil. L'écoute, c'est un outil. Là, on pense que c'est inné. Là, on pense qu'il suffit d'écouter. La plupart du temps, je me rends compte aussi que les personnes confondent écouter et entendre. Grand sujet. Tu peux nous spécifier un petit peu l'un des deux? Ou les deux même? Bien sûr. La différence entre les deux, c'est comme quand on dit voir et regarder, tout simplement. Là, je te regarde, mais je vois la caméra qui nous observe. C'est exactement pareil avec l'écoute. On peut entendre ce que les personnes nous disent, mais si on ne les écoute pas vraiment, on ne va pas comprendre le mot, les mots d'ailleurs, du coup, pour les accompagner dans leur quête de sens et de développement. Ok, top. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe au premier sujet. Pourquoi, Guillaume, cette thématique est absolument incontournable aujourd'hui? Alors, c'est complètement incontournable déjà parce que, comme on vient de le dire, le monde du travail, il a vraiment changé. Mais également parce que suite à ce changement de monde du travail, il y a la charge mentale aujourd'hui, on la retrouve absolument partout. À la fois avec les managers qui sont sous pression et également avec les collaborateurs qui, eux, sont en quête de sens et en quête d'écoute, en quête de reconnaissance. Ok. Ça fait un joyeux cocktail, ça, des managers qui doivent augmenter leur écoute et leur approche, et des salariés ou des équipes, qui soient salariés ou freelance d'ailleurs, qui, eux, sont en quête de sens. Aujourd'hui, l'écoute, c'est vraiment un outil de régulation émotionnelle. Ok, très intéressant. Alors que ça n'a pas toujours été le cas. Tu peux nous parler un petit peu de la régulation émotionnelle pour ceux qui nous écoutent, pour essayer de leur transmettre quelques informations, quelque chose sur ce sujet-là? Le sentiment d'être compris, le sentiment d'être entendu. Ça permet aussi de créer du lien dans les entreprises comme aujourd'hui où le lien est devenu parfois un peu compliqué, certains climats. Et je me rends compte aujourd'hui que la plupart des conflits, dans le 90% du temps, c'est une mauvaise écoute ou une mauvaise perception parce qu'on ne prend pas le temps de discuter. C'est hyper intéressant. Cette notion d'écoute, j'ai discuté il n'y a pas si longtemps avec une amie qui est directrice d'un gros établissement d'enseignement supérieur, qui me disait que les nouvelles générations ont moins de réflexes sociaux que pouvaient en avoir les anciennes. Est-ce que ça rejoint cette notion d'avoir besoin d'optimiser l'écoute? Complètement. Ok. Comment, du coup?
Alors déjà c'est générationnel. Déjà, il y a eu toute cette partie génération Covid aussi, où on a isolé chaque personne et tout le monde s'est senti un peu isolé, du coup, plus écouté, plus on a moins pris le temps de les accompagner, comme c'était le cas avant, ou même si on écoutait moins, on accompagnait les gens. Et du jour au lendemain, on a mis chacun chez soi, et non seulement on les a pas plus écoutés, mais en plus on les a isolés. On a créé l'individualité, en fait. Exactement. Et ça serait effectivement ça qui a eu un impact sur, d'ailleurs, pas que les générations futures, aussi nous, je pense. Complètement. Peut-être dans une mesure moindre, parce qu'on avait des prérequis différents. On le ressent également avec pas forcément les plus jeunes, mais même avec ceux qui ont dû du coup passer en full télétravail, qui ont mal été accompagnés. Ah ouais. Et aujourd'hui, du coup, il y a une remise dans le bain qui est très compliquée. On va faire un petit arrêt sur image, si tu es d'accord, sur la partie mise en télétravail, mal accompagnée. Comment toi, en tant que coach, en tant qu'expert disque, en tant qu'expert des personnalités, si tu as un ou deux tips à donner à ceux qui nous écoutent là-dessus, qu'est-ce que tu conseillerais pour accompagner correctement du télétravail? Il faut arrêter avec le micromanagement. C'est pour moi la bête noire de ce sujet qui est super intéressant, qui est l'écoute managériale. Le micromanagement, c'est un vrai poison. Il faut écouter avant d'ordonner. Il faut arrêter de... Notez-le ça. Ça va être la baseline de l'émission. Il faut écouter plutôt qu'ordonner. Il faut pas confondre encore, comme je le disais tout à l'heure, écouter et entendre. Ah, clairement. Ça, on le voit souvent. La plupart du temps, on croit aussi que écouter, c'est forcément être d'accord. Ouh. C'est pas parce qu'on écoute qu'on est d'accord. Si je peux faire une petite aparté négo, qui est quand même un de mes sujets de prédilection, je te confirme, Guillaume, qu'effectivement, l'écoute, c'est hyper important et c'est pas du tout de l'acceptation. Non. Je suis complètement d'accord avec ça. On pense aussi souvent que penser qu'écouter, c'est inné. Écouter, c'est pas inné. Je suis d'accord. Écouter, ça s'apprend. Ça s'apprend, on le voit dans le milieu des commerciaux avec l'écoute active. Écouter ses équipes, c'est un vrai outil et c'est une vraie faculté qui s'apprend. Quand tu parles d'écoute, est-ce que dans cette notion d'écoute managériale, on rentre aussi une notion, alors je le fais à titre volontaire, de perception, parce que je sais que tu as écrit un bouquin là-dessus. Complètement. Est-ce que cette notion d'écoute, elle a aussi une notion de perception derrière? Bien sûr, parce que si on n'apprend pas à prendre du recul et à sortir de sa propre perception, on va entendre ce qu'on pense entendre. Voilà, et je pourrais donner des dizaines d'exemples où Vas-y, donne des noms. on pense parler le même langage, mais c'est pas du tout le cas. Il faut savoir changer de prisme et prendre les lunettes des autres, tout simplement. Petit spoil, du coup, au livre. Bien, spoil, t'as raison. Et la dernière erreur aussi que je vois souvent, c'est penser qu'on n'a pas le temps. Penser qu'on n'a pas le temps. Ouais, penser qu'on n'a pas le temps. Et aujourd'hui, on court tous, tout le temps. Enfin, j'ai l'impression qu'on va hyper vite. Exactement. Et penser qu'on n'a pas le temps, alors que après, on va avoir beaucoup plus, on va manquer beaucoup plus de temps. On va avoir du turnover dans ses équipes, on va avoir du mal-être, on va avoir beaucoup de choses à gérer par la suite, alors que prendre le temps d'écouter, ça permet de désamorcer énormément de choses. Est-ce que tu as un tips concret pour les managers qui nous écoutent, qui voudraient interagir, prendre plus le temps avec leurs équipes? Tu as un tips, toi, technique, organisationnel peut-être? Le tips le plus simple déjà, c'est de ne pas prendre pour soi les remontées. Pas prendre pour soi quand on nous remonte des difficultés que les équipes rencontrent au quotidien, ouais. Ne pas le prendre pour soi, même si on est manager et du coup on se dit forcément c'est moi qui suis en tort. C'est hyper intéressant ça, c'est une histoire de dédoublement en fait, c'est-à-dire que tu as beau avoir le rôle du manager, ça veut dire que quand tu prends un reproche ou qu'il y a des choses un peu émotionnelles qui arrivent, il faut être capable de se dire là, on parle au manager, on ne parle pas à Guillaume, on ne parle pas à Aurélien, c'est ça? Et c'est transposé pour éviter. Exactement, c'est à l'uniforme qu'on parle, c'est pas à la personne. C'est très rigolo, j'ai eu la chance dans ma carrière de passer par
la cellule de crise Air France à un moment où je suis intervenu sur le Rio. Et c'était un des premiers enseignements qu'on nous donnait, même dans la compagnie de manière générale, en disant les clients parlent à la compagnie, ils ne parlent pas à Aurélien en fait, ils parlent à l'uniforme. Est-ce que ça, c'est transposable dans d'autres métiers? Complètement, dans absolument tous les métiers. Génial, hyper intéressant. Je vois qu'on a Guillaume. Merci Guillaume. D'ailleurs, Guillaume, on se retrouve dans la semaine sur le prochain webinaire. Merci à toi pour l'écoute. C'est aussi l'art de savoir se taire. Exactement. Le silence, on le dit en égo, le silence est une arme. Donc, merci pour ton intervention et à très vite sur la chaîne. N'hésite pas si tu as des questions à poser. Ce que je te propose, Guillaume, c'est qu'on passe au prochain sujet. Le prochain sujet est quelles erreurs vois-tu souvent? Alors, on s'est légèrement spoilé, parce que du coup, j'ai quand même donné quelques exemples. Donné quelques exemples avant. Je vais revenir sur le croire qu'écouter, c'est être d'accord. Ouais, très intéressant. Croire qu'écouter, c'est être d'accord. Quand des équipes commencent à s'ouvrir, commencent à avoir le courage, parce que c'est pas facile non plus de communiquer et de parler de ces mots. Mots MAUX. MAUX pour le coup, hein, bien sûr. On pense que si on les interrompt pas tout de suite et qu'on les remet pas dans le droit chemin, c'est qu'on va forcément être d'accord. Absolument pas. Ouais. Déjà, il faut écouter pour pouvoir comprendre avant de trancher et acter. Il faut pouvoir écouter, prendre du recul, inévitable. Essayer de comprendre pourquoi cette personne nous remonte cette information. Ouais. Il faut creuser. Et ensuite, tu en as parlé tout à l'heure avec la négo, trouver les compromis. Et une fois qu'on a trouvé la source du mal-être. Du coup, moi, je me place. Alors, je vais faire un petit empiètement sur le disque. D'ailleurs, j'ai un petit. Je vais vous afficher le. J'empiète un tout petit peu sur le disque, qui est une de tes spécialités, toi, Guillaume. Moi, en tant que D, des fois, l'écoute, c'est dur, quoi. Parce que j'ai envie d'amener une solution tout de suite et de dire, OK, mais je vois qu'il y a un problème, j'en ai. La personne en face de moi en a conscience, j'en ai conscience. Mais mon premier truc, c'est de dire, OK, comment on fait? Quelle solution on trouve? Exactement. Là, chaque profil du disque aura des difficultés différentes vis-à-vis de ce sujet-là. Toi, tu vas vouloir aller très vite. Il va falloir que tu apprennes à prendre du recul. Là où d'autres profils vont préférer prendre le plus de temps possible. Et au contraire, il va falloir, qu'elles aillent un peu plus fort. Il faut trouver la synergie, il faut trouver l'équilibre. Et dans toutes mes formations sur le disque, j'en parle, ça passe par la communication et l'écoute. Et l'écoute. Est-ce que tu pourrais, pour ceux qui nous écoutent, peut-être j'espère en tout cas que ça vous intéresse, nous donner, alors je te demande un exercice un peu difficile en live, mais pour chaque typologie, un petit réflexe. Tu vois, moi par exemple, pour le dominant, tu me dis il faut justement prendre du recul. Est-ce que tu pourrais conseiller chaque typologie du disque dans sa réaction par rapport à cette prise de recul nécessaire au management? Oui. Là, je demande un effort à un C de live, très difficile. Pour chaque profil, du coup, on l'a dit pour un D, donc un rouge, un dominant, on va demander de prendre du recul, d'essayer de prendre du recul et de lever le pied, même si c'est, je le sais, très difficile. C'est un effort. Ouais. À l'inverse, pour un stable, un vert, un S, on va lui demander de prendre son courage à deux mains et d'essayer d'y aller un peu plus vite. D'accord. Lui, il va mettre plus de temps à réagir, on est d'accord? Exactement. Ok, hyper intéressant. Pour un influent, le jaune, il va falloir qu'il structure un peu ses idées. Quand il va vouloir... c'est un très bon communicant. Donc, il va dire ce qui... Par contre, il y a peu de chances qu'il soit factuel, puisqu'il va parler de ses émotions. Oui. Donc, il va falloir qu'il cadre son discours. D'accord. Lui, il va être dans une réaction extravertie, en fait, par rapport à la situation. Alors qu'il faudrait avoir une réaction tempérée et modérée, plutôt. Tout à fait. Ok. Et enfin, le conformiste, le bleu, le C. Comment toi, du coup, c'est peut-être le plus dur. C'est sûrement le plus dur. Parler de soi, c'est le plus difficile. Comment un conformiste peut améliorer la communication quand il a quelque chose à remonter? Moi, je peux le faire ou pas?
Essaye. Allez, j'essaye, je me lance. Un C, sa réaction, tu me corriges hein, si c'est toi Ouais, l'expert. ouais. Je ne suis pas expert, mais j'ai quand même deux, trois notions. Enfin, j'essaie d'en avoir en tout cas. Pour moi, le C, il va avoir tendance à se rapprocher de ses outils, à essayer de faire un tableau pour comprendre la situation et bien la saisir, parce qu'on est d'accord qu'il ne prendra pas la parole s'il n'en a pas conscience. Non. À la différence du I qui, lui, va monter à l'extraversion et Exactement. prendre la parole, mais va prendre presque en même temps qu'il réfléchit. Donc lui, de le rigoriser. On est d'accord? De le rigoriser Exactement. pour le transmettre. Exactement. Et puis les profils bleus et verts, les conformistes et les stables, c'est aussi des profils qui sont assez sécuritaires. Donc, Exact. Ils vont avoir plus de mal à avancer et à dire ce qu'ils pensent par crainte, par peur. Il peut y avoir énormément d'émotions qui traversent, qui font qu'ils vont avoir plus de mal de dire ce qu'ils ressentent que des profils plus extravertis comme le rouge et le jaune, les dominants et les dominants et l'influent. Ouais. Super, merci Guillaume, hyper intéressant. Franchement, j'adore le parallèle et je le trouve vraiment hyper pertinent pour ce qu'on a à dire. Alors, on va passer. Alors, j'ai une petite question, on va l'afficher. Hop là, c'est parti. Merci Valentin pour cette question, on va la lire. Vous voyez, moi j'ai plus de 40 ans, je me rapproche de l'écran pour lire les questions. En tant que jeune manager, quels seraient selon vous les meilleurs conseils pratiques pour développer une écoute managériale vraiment efficace? Première question. Est-ce qu'on n'a pas déjà un peu répondu avec les lettres sur des types sur celle-là? Si, la méthode du disque, ouais. C'est vraiment un outil qui est fait pour développer la communication. D'accord. Déjà, qui est fait pour comprendre son propre fonctionnement à soi. C'est vraiment la première étape du disque. Et dans un second temps, c'est de comprendre les gens qui nous entourent. Et la troisième étape, c'est le Graal. C'est une fois qu'on arrive à mieux se comprendre et à comprendre les autres, on arrive à mieux communiquer avec tout le monde. D'accord, on se met à travailler. Donc, Valentin, dans la première partie, effectivement, sur la partie 10, ce sont des tips immédiats. D'accord, Guillaume en a plein d'autres. Hein. On laissera les contacts à la fin, bien entendu, si tu le souhaites. Je vais prendre ta deuxième question. Quels axes concrets devrais-je privilégier pour progresser rapidement dans ce domaine? Déjà, si je peux me permettre, Valentin, bravo à toi. Jeune manager, c'est pas facile. Ça demande du challenge. On est face à l'humain, c'est sûrement... Et là, je parle en vieux chef d'entreprise, si je peux le dire ainsi. C'est sûrement le sujet le plus complexe auquel on soit attelé. Je ne crois pas qu'il y ait de sujets qui, me challenge plus au niveau cognitif, au niveau charge mentale. D'accord? Donc ça, il faut essayer de la baisser au maximum. On est sur la QVCT. L'objectif, c'est de comprendre comment le baisser. Donc déjà, bravo à toi pour ce challenge. C'est un rôle qui est hyper important dans notre société, en plus aujourd'hui. Sur les axes à privilégier, je me permets de faire un début de réponse, Guillaume, je te laisserai abonder dans ta zone de génie, bien sûr. C'est de la connaissance de soi, Valentin, je dirais. Plus tu te connais, plus tu as des chances d'interagir correctement. En fait, ce que tu disais d'ailleurs, finalement, juste avant Guillaume, hein, c'est le Graal, c'est plus on maîtrise la situation, plus on peut la driver. Donc, je dirais ça. Qu'est-ce que tu répondrais, toi, Guillaume, à cette deuxième question? Moi, quand j'ai commencé ma vie managériale, on m'avait donné une technique qui marche en plus dans beaucoup de cœurs du métier. Quand on veut comprendre la source du problème, on demande 5 fois pourquoi. Génial. Parce que quand on demande à quelqu'un qu'est-ce qui ne va pas, il va nous dire ce qui ne va pas. Mais ce n'est pas pour autant l'origine du mal-être. Et il faut creuser, il faut comprendre. Et du coup, la règle des 5 pourquoi, ça permet d'aller vraiment en profondeur dans l'origine de la source. Génial. Valentin, si tu peux nous mettre un petit emoji, nous dire si on a répondu à tes questions correctement. Et je vais afficher la remarque de Charlotte qui met « L'écoute, ça marche dans la vie pro et dans la vie perso, à ne pas négliger ». Je vais en profiter pour faire un petit transverse. Aujourd'hui, je pense que dans les entreprises en France, on a vraiment cette culture, on l'a beaucoup moins dans la culture anglo-saxonne, par exemple, cette culture du travail perso. Enfin, pro-perso, pardon. Je vais parler pro-perso. Et on a cette fracture qui se crée, qui est hyper importante. J'ai eu, moi, des fois, des clients dans mon métier de chez Human Experience qui me disaient « Oui, mais ça leur apporte des choses perso dans ce que vous faites, dans l'activité que vous avez proposée. » En fait, c'est quoi le problème? À partir du moment où ça leur sert et que ça fait grandir l'humain, je pars du principe qu'il n'y a pas besoin de le séparer, de le splitter. Je me demande même, et je pousse le sujet sur la partie qualité de vie, je me demande même si ça augmente pas le mal-être de splitter les deux, puisqu'on n'est finalement qu'une seule personne. Alors, en rigolant, on va parler de schizophrénie, hein, on n'est pas là, mais pourquoi aller chercher cette
dualité plutôt que d'être quelqu'un de très intègre qui effectivement prend ses acquis dans le pro, dans le perso et les bascule de l'un à l'autre. Et c'est un sujet super intéressant parce que c'est ce qu'on rencontre beaucoup aujourd'hui quand il y a des problèmes en entreprise, des problèmes de communication. Quand on creuse un peu, on se rend compte aussi souvent que certaines personnes nous disent « Oui, mais moi, j'en peux plus parce qu'au travail, je suis obligé d'être comme ça alors qu'à la maison, je suis plutôt comme ça. » Et c'est justement cet équilibre qu'on a du mal à trouver. Certaines personnes parlent de balancier, d'autres de funambule. Il y en a qui disent qu'il faut être 50-50, d'autres qu'il faut être à 100% dans un et ensuite 100% dans l'autre. Je pense qu'il faut être plutôt... il faut trouver l'équilibre pour rester soi-même. Ça me fait penser au film Split. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est un film où ça explose les quotas, où il y a plusieurs personnalités. Ouais, moi je serais plutôt pour l'équilibre. Alors, comme tu le dis, après chaque personnalité a sûrement ses besoins. Je respecte ça, mais je serais plus dans la partie équilibre et linéarité, authenticité, qui te permet d'être plus toi-même finalement, d'être plus aligné, je pense, et du coup qui t'évite de faire des efforts cognitifs en permanence parce que tu dois jouer des rôles, quoi. Ouais. Et j'ai même déjà entendu, oui, mais du coup, si je suis moi-même, j'ai pas les bonnes compétences pour faire mon métier. C'est complètement faux. Je le vois avec le disque où parfois on dit que pour être un bon comptable, il faut être C. C'est complètement faux. J'ai rencontré des excellents comptables qui sont influents et des très bons acteurs qui sont conformistes. Et ça marche très bien. Il faut juste trouver l'équilibre et savoir qu'est-ce qu'on aime faire. Ouais, déstigmatiser les cases, quelle horreur, s'il vous plaît. On a Charlotte qui nous dit, qui répond à Valentin, je crois, vu comme une évolution, alors que ça devait être une vocation. Je vais rebondir sur ce sujet-là. Je pense que la réponse était plutôt en direction de Valentin, mais je l'attrape au vol. On est dans un métier où l'évolution, je crois, Guillaume, et arrête-moi si tu peux, référence au film, où l'évolution a été vraiment faite par la progression naturelle. Et je te pose la question, est-ce que c'est un risque ou pas? Soit clivant, je sens que tu arrives vers là. Est-ce que tu peux aller un peu plus loin dans ta réflexion? Ouais, je vais même aller pousser un peu mon truc, c'est que je pense que c'est pas parce qu'on fait un métier depuis 20 ans qu'on est un bon manager. Ah non. Si je dois le dire. Non, complètement. Surtout que le management d'aujourd'hui a tellement évolué que c'est même pas parce qu'on était un bon manager il y a 20 ans qu'on est encore un bon manager aujourd'hui. On l'a vu, c'était l'une de tes premières questions. Le monde du travail, il a énormément changé. Le bon manager, c'est le manager qui évolue aussi avec le monde du travail, qui évolue avec le besoin de ses équipes. On peut être un excellent manager dans une entreprise, changer d'entreprise et être un très mauvais manager par la suite. C'est une évidence. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe au prochain sujet qui va être... on a fait les erreurs qu'on voit souvent. On va passer aux signaux d'alerte. Est-ce que tu as des tips là-dessus, Guillaume, pour les gens qui nous écoutent, de savoir quels pourraient être les signaux d'alerte? Les premiers signaux d'alerte, souvent, ça va commencer par des tensions. Des tensions principalement dans la communication. À travers des mails un peu plus secs que d'habitude, par exemple. D'accord. C'est les premiers signaux pour qu'un manager commence à être un peu alerté sur les difficultés que peuvent rencontrer ses équipes. La démotivation des équipes aussi. D'accord. Une équipe qui est démotivée, c'est une équipe qui n'est pas forcément impliquée ou qui ne se sent pas à sa place. Et souvent, quand on a l'impression d'être en retrait, c'est parce que on ne se sent pas écouté. Donc, si on est écouté, on se sent impliqué. Si on est impliqué, on est motivé. Prenez des notes, c'est la checklist du manager à faire sur ses équipes pour avoir une écoute, si je ne m'abuse, pertinente. Ok, prise de recul, est-ce qu'il y a autre chose que tu vois? Les réunions non productives. Les réunions où... La réunionite. Ouais, exactement. Comment on dit en France? Exactement, les réunions qui ne sont pas productives, où tout le monde échange un peu, mais pour autant, peu de décisions sont prises. C'est du coup au manager de trancher. Les gens ne se sentent pas écoutés.
Et ensuite, le dernier signal, qui est pour moi l'un des plus importants, c'est le manager débordé. Le manager débordé, parce que ce qu'on rencontre souvent, c'est que le manager, lui, est très motivé. Il essaye d'écouter, mais il n'y arrive pas forcément. Et du coup, il est débordé parce qu'il va travailler en plus pour équilibrer le retard de ses équipes, parce qu'elles sont démotivées et parce qu'elles se sentent reculées. Un manager débordé, c'est souvent qu'il y a un problème de communication avec ses équipes. D'accord, c'est intéressant. Tu rentres dans un cercle vicieux qui fait que en fait, la situation se dégrade d'elle-même. En fait, c'est un cercle vicieux, comme son nom l'indique. Et donc, forcément, on tire vers le bas pour ça. Et on en revient à ce que je disais tout à l'heure, où 90% des conflits viennent d'une mauvaise écoute ou d'une mauvaise perception. C'est hyper intéressant, c'est très proche. Je parlais de la négo tout à l'heure, c'est très proche de la négo, ça aussi. 80% des erreurs viennent du manque d'écoute, automatiquement. Merci pour les signaux d'alerte. Je passe donc au 4e sujet. Pourquoi une mauvaise écoute mène au désengagement? On en parlait à l'instant. Exactement. Le désengagement, ça peut être un stigmate, une alerte. Ouais. Pourquoi la mauvaise écoute peut mener au désengagement? Parce que si je ne me sens pas écouté, je ne me sens pas impliqué. Et si je ne suis pas impliqué, forcément, je vais me mettre en retrait de la situation, en retrait de l'entreprise. Et je vais forcément m'orienter là où je me sens impliqué, là où je me sens écouté, pour avancer. Bien sûr. On a vraiment un besoin de reconnaissance aujourd'hui qu'on n'avait pas forcément il y a 15 ou 20 ans dans le milieu du travail, où avant on obéissait aux règles, c'était la mission, c'est ça, la hiérarchie, c'est ça, on avance. On ne prend pas le temps de réfléchir, on avance. Il n'y a pas de questions sur soi, il y a des questions, mais pas de questions sur soi, spécifiquement, en tout cas, on n'ose pas le dire, parce que peut-être aussi que les gens n'osaient pas. Je ne sais pas, je fais une estimation. Aujourd'hui, l'écoute, ça doit créer du lien. Ça doit créer du lien et de la reconnaissance. Ça doit donner du sens. J'allais dire ça doit donner du sens. On a des générations aujourd'hui qui sont de plus en plus en recherche de sens, on est d'accord. Sur les juniors, on le voit, sur les juniors chez nous, c'est vraiment quelque chose qui est très proéminent, qui est hyper important. Tu dis que l'écoute permet de donner du sens. C'est hyper intéressant pour les managers, ça. Je dirais même que l'écoute, c'est du management silencieux. Ah, ça aussi, c'est cool. Management silencieux. Management silencieux, c'est génial comme approche. L'écoute, c'est un vrai outil. Ça permet d'enlever au moins de mettre à jour les mots, les 2 mots, TS et AUX. Ça permet aux gens de trouver du sens, puisque dans l'écoute, ils vont pouvoir aussi, eux, construire, on est d'accord? C'est ça l'idée, c'est qu'ils puissent, comme ils s'expriment, ils peuvent construire. C'est génial, c'est super, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. On est OK sur le désengagement, je propose qu'on passe à là, et on aura réussi à passer les 5 questions, Guillaume, bravo dans le temps imparti. On est à quasiment les 3/4 de cette émission. Et je vais afficher les 2-3 questions qui restent. Je te laisse répondre. Qu'est-ce qui empêche les managers d'adopter une bonne posture? On parle de frein. La pression du résultat, principalement, c'est souvent ce que je vois au quotidien. La pression du résultat fait que, mais on en revient aux signaux, tout simplement. La pression du résultat, le manager, il est débordé, il ne prend pas le temps d'écouter, il donne juste les consignes. La pression du résultat fait que ça crée un climat qui n'est pas sain. D'accord. Le mythe du manager omniscient aussi. Tu peux détailler ça? On s'attend aujourd'hui à ce qu'un manager, quand ses supérieurs lui posent une question, il ait réponse à tout. Et que s'il n'a pas réponse à tout, c'est que c'est un mauvais manager. Et du coup, ça force le micromanagement. Et du coup, ça force la non-écoute. Et c'est un cercle vicieux. J'imagine. C'est pas parce qu'on c'est pas parce qu'on ne sait pas répondre à une question qu'on est un mauvais manager. On peut poser les questions au manager. Le manager se rapproche de ses équipes. Et ça en fait un très bon manager.
Ok, génial. Franchement, sur la posture, ça me paraît hyper clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je reviendrai après. Vas-y, réponds. Je traite la question de Le, Sarah, si tant est que ce soit une question. le manque de formation aussi. Alors, si tu me permets de faire un petit parallèle avec Human, à ce moment-là, chez Human, sur la partie formation, on a des immersions qui permettent de faire des audits et qui, du coup, permettent aussi de voir les trous dans la raquette et les zones à améliorer. Je suis Même dans le team building, d'ailleurs, je vais pousser le sujet un peu plus loin, même dans nos activités de team building qui sont un peu transverses à la formation, on voit déjà des choses apparaître. À combien t'estimerais le besoin de formation aujourd'hui des managers? Tu pourrais donner un chiffre là-dessus ou pas? Est-ce que tu penses que tout le monde est au point? Est-ce que tu penses que la plupart ne sont pas au point? Est-ce que tu penses que... Je pense qu'une majorité ne sont pas au point, mais même un bon manager aujourd'hui a besoin d'être formé parce qu'on l'a dit tout à l'heure, le monde du travail évolue et c'est pas parce qu'on a un bon manager aujourd'hui que dans 5 ans on sera encore un bon manager. Toujours. On parle de mentorat là plutôt, en fait, c'est de l'accompagnement, c'est ça, l'accompagnement des équipes pour pouvoir Exactement. les challenger et les faire grandir dans l'évolution des besoins. Exactement, et ça va en plus avec ce qu'on disait aussi. Plus on va former ces équipes, plus on se sent impliqué, plus la communication est meilleure. Donc c'est vraiment un cercle vertueux. Exact. Et l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de mettre en place ce cercle vertueux pour alléger la charge mentale et du coup augmenter la qualité de vie dans le boulot, dans le pro, de ces actions. Je vais prendre le message de Sarah. J'ai le sentiment que la plupart des managers sont débordés aujourd'hui, et ça dans toutes les entreprises. Effectivement, Sarah, j'ai le même ressenti que toi. Je ne sais pas quel ressenti tu as, toi, Guillaume, sur ce sujet-là. On est d'accord. Je pense qu'il y a aussi un effet de mode. Ce monde va vite. Et du coup, on doit aller vite. J'ai échangé avec quelqu'un de l'équipe qui habite sur Nantes, qui me disait, je suis arrivé dans le métro parisien, je me suis mis à courir comme tout le monde, alors que je ne le fais jamais. Donc je pense qu'il y a de l'induction derrière ça. Comme ce monde va vite, on est obligé d'aller vite et du coup, on accélère on est en mode accélération. J'ai eu l'occasion d'aller dans le sud il n'y a pas longtemps. Je peux vous dire que l'approche est complètement différente. Les gens vivent avec plus de recul et je trouve que c'est beaucoup plus confortable. Si on doit parler de qualité, je pense que c'est beaucoup plus confortable. Je pense qu'on s'est laissé embringuer par les médias, par tous les facteurs qui viennent nous percuter toute la journée, dans un rythme qui ne nous ressemble pas, mais qui nous est imposé. Et donc, forcément, on se met à courir. Exactement. En tête, j'ai l'image de l'enfant qu'on prend par la main et qu'on fait marcher à notre vitesse, à nous d'adultes. Un peu ce truc-là de, tu vois, traîner le truc qui ne sait pas faire, qui ne va pas. Et je suis tout à fait d'accord, Sarah, sur le fait que je pense qu'on va un peu vite aujourd'hui. Alors, on a un super commentaire super long, je vais essayer de l'afficher. De Bruno, merci Bruno. Le management a évolué vers plus d'écoute et c'est une très bonne chose. Et je suis d'accord avec toi, Bruno, et je pense qu'on tend vers ça. Je pense qu'il y a encore des efforts à faire, mais je pense qu'on y va. En revanche, ne va-t-on pas un peu trop loin? J'adore cette question. Si je peux me permettre, Guillaume, de répondre. Vas-y. Je te rejoins, Bruno. Je pense qu'il y a, comme dans tout sujet, une limite à mettre. Je pense qu'il n'y a rien qui est infini, surtout dans le sujet managériaux, sinon on se perd soi-même. Je pense qu'effectivement, il faut mettre un cadre rationnel sur ces choses-là et une écoute bien managée et bien opérée permet sûrement, Guillaume, conforte-moi là-dessus, de mettre un cadre. Complètement. Devoir écouter ses équipes, ça ne veut absolument pas dire passer 1 heure par jour avec ses équipes pour savoir comment elles vivent. Et le chien chez le veto, il y a des sujets, Mais entre 1 heure par jour à parler du quotidien, de la pluie et du beau temps, et 1 heure par an à l'entretien annuel d'évaluation, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver. Une marge de progression qui est assez facile à trouver, je pense. Effectivement, on est passé de l'ordre directif, comme le dit Bruno, au questionnement des problématiques. Et je lis en même temps. Qu'est-ce que tu penses que nous pourrions faire? Effectivement, le qu'est-ce que tu penses, la question, elle est vachement sympa. L'écoute, c'est aussi poser des questions. On l'a dit tout à l'heure, je me répète, mais c'est hyper important de le redire, je pense. Et je constate que les managers ont parfois du mal à se situer comme des collaborateurs
comme les collaborateurs, la notion de responsable en tant que chef hiérarchique se perd dans un nuage peut-être de trop de questionnements. Je rejoins aussi complètement cette dimension-là. La hiérarchie a ce passif de connotation négative. Du fait aussi de ce management directif, tu parlais d'armée, Bruno, juste au-dessus, je pense que c'est une descente, tout ça, d'informations. Effectivement, c'est venu percuter le management et les générations d'aujourd'hui n'y répondent plus, en tout cas ne répondent pas à ces codes-là, et donc du coup, ça devient négatif. Alors que je pense qu'un cadre, je vais vous partager de la vie perso pour le coup, j'ai 2 filles qui sont jeunes, je peux vous garantir que le cadre a un sens. Le cadre est important et il est nécessaire à une évolution normale du cerveau. Là, je mets ma casquette de neuro pour le coup pour vous parler de ça. Le cadre a un sens et c'est important de le mettre. Donc je pense que même dans le management, on doit mettre un cadre et on ne doit pas avoir peur de ce lien hiérarchique. Un manager, s'il est là, c'est qu'il est légitime. Si toutefois il y a un sujet de légitimité, je pense que ce n'est pas à lui de le régler. Non. C'est sa direction à lui qui doit être en mesure de l'identifier et de mettre des actions correctives en place, de formation, d'accompagnement ou de changement de zone de génie. On n'en a pas parlé, je voulais la placer la zone de génie aujourd'hui. Je n'en ai pas parlé encore. Ou de changement de zone de génie. Je suis désolé, on le voit tous les jours dans nos métiers. Il y a des managers aujourd'hui qui ne sont pas à la bonne place. Ouais. Et ce n'est pas grave, mais ça peut être dangereux. Oui. Par contre. Donc je pense qu'il y a des actions correctives à mettre en place de la part des directions qui doivent prendre leur responsabilité aussi et aller vers ces actions correctives-là. Donc je rejoins à Bruno complètement cette notion-là. Et pour compléter, le bon manager, quand il va poser des questions, s'intéresser, à partir du moment où il voit que ça part un peu trop sur le perso et du coup là où lui, avec sa casquette de manager, il va falloir qu'il prenne du recul pour transmettre du coup le flambeau peut-être au service RH ou à des personnes qui sont plus adaptées que juste le responsable hiérarchique. Tout à fait vrai. Mais par contre, le fait d'avoir pris le temps de creuser pour trouver la source du mal-être, ça va permettre de faire avancer la situation. Même si ce n'est pas lui qui va la résoudre parce qu'avec sa casquette de manager, ce n'est pas à lui de prendre ce sujet-là. Ouais, c'est vrai. Il l'aura mis en lumière. Ouais, il aura eu le courage et l'honnêteté de le remonter déjà. Exactement. Parce que aussi, ce qui se passe, c'est que souvent, on a peur d'ouvrir des sujets inconfortables. Ouais. On a soit parce que on n'a pas envie que la personne nous parle de ses problèmes personnels, soit parce qu'avec la casquette de manager, ça ne nous regarde pas. Mais c'est quand même important d'aller chercher qu'est-ce qui se passe pour pouvoir après résoudre, que ce soit nous, que ce soit d'autres services de la société. Super, super intéressant. On va passer à la question de Corentin. Comment peut-on manager une équipe lorsqu'elle est déjà depuis longtemps et que l'on vient d'arriver? Là, on est dans la distorsion de temps, de timing, une équipe ancienne, déjà installée, un manager éventuellement nouveau qui tombe là-dedans. Quel conseil tu pourrais donner, Guillaume, là-dessus? Ne pas faire un strike. J'adore cette notion. C'est une excellente question. Moi, j'ai été confronté à cette situation personnellement quand j'étais dans la restauration, donc ça commence à dater un peu. Où je suis arrivé sur un restaurant. L'ancien directeur avait l'âge de mes parents. Et je suis arrivé en tant que son nouveau responsable. J'avais 21 ans. Super exemple. Et ça a été très compliqué pour moi parce que tout simplement, déjà à l'époque, je ne prenais pas le temps d'écouter. J'étais focus résultat, focus action. Ça a été très, très dur. Ça a été très, très dur, mais j'ai été très accompagné par mes responsables, mes N+2 et par le directeur du groupe de restauration dans lequel j'étais. Où il m'a dit qu'il fallait que je discute avec cette personne. Et je lui disais, mais je n'ai pas envie de discuter. En fait, c'est trop inconfortable pour moi. Mais non, mais je ne comprends pas pourquoi je dois discuter. Ouais. Il ne fait pas ce que je demande. Rupture de communication. Exactement. Et ça a été très très loin, ça a duré 4 mois. Et au bout du 4e mois, j'ai revu le PDG du groupe. Il m'a dit, écoute Guillaume, je vais te faire une fleur. Si tu ne prends pas de café avec lui en dehors du travail avant la fin de la semaine, je te sors.
Énorme. Je suis allé- Complètement extrême, mais énorme. Exactement. Du coup, je suis allé prendre un café en dehors du travail Génial. avec cette personne. On a crevé l'abcès et ensuite on a travaillé pendant 2 ans d'une manière exceptionnelle. Ce que j'entends par là, pour vous qui nous écoutez aussi, c'est qu'il n'y a rien qui est irréversible. On est d'accord, c'est qu'on peut être sur un conflit chaud, ardent même, je dirais, à un instant T, à partir du moment où on redéclenche de l'écoute, et ça ne marche pas toujours du premier coup, hein. Ne rêvez pas, il n'y a rien de magique. Par contre, si on travaille le sujet et qu'on prend le temps et qu'on écoute et qu'on... Je t'ai entendu aussi que là, tu avais changé de cadre. Tu t'es sorti du cadre du boulot pour aller à l'extérieur. Ouais. Ça, c'est un facteur aussi. Décontextualiser, en fait, pour pouvoir avoir un échange sain. Je vous remercie pour les questions. On en a un tout petit peu trop et je vais essayer de tenir le timing si je peux. Je remercie Corentin pour cette question. Ah, j'ai un dernier message. Bonne fête à tous les Auréliens. Merci Corentin. Génial. J'ai une question de Guillaume. On va essayer de répondre en une fraction de seconde. Ouais. Comment éviter l'excès, ne pas tomber dans l'excès d'écoute? Est-ce que tu sais répondre à ça? J'ai une piste si tu veux pour t'épauler là-dessus et on arrivera à la dernière partie de cette émission. C'est une excellente question. Déjà, pour qu'il y ait d'excès, je pense que ça passe par trop de temps à écouter. L'écoute, on l'a dit, c'est primordial, c'est très important. On l'a dit aussi tout à l'heure, il y a une différence entre prendre 1 heure par jour et 1 heure par an. Faire des points réguliers, je pense que déjà, ne serait-ce qu'un point d'écoute hors cadre 1 fois par mois. Déjà... Pas l'entretien annuel là, qui ne sert à rien finalement parce qu'on règle rien 1 fois tous les ans, ça c'est pas possible, ça n'existe pas. Exactement. Déjà, je pense que faire un point un peu communication avec ses équipes en sortant un peu du cadre de façon régulière. Ça évite les excès parce que si on prend le temps aussi entre 2 rendez-vous de un peu trop rentrer dans... Bien sûr. Là, on se noie. Laissez trop de place, en fait. Il faut être rationnel. Donc, pour répondre à la question de Guillaume, c'est mettre un cadre aux échanges. Peut-être les préparer déjà, se faire une petite liste des questions qu'on veut poser. Parce que quand vous préparez les questions, vous ne posez pas de questions qui sortent du cadre. Alors que si on laisse la discussion aller, ça peut dériver. Des fois, il faut savoir aussi prendre un peu l'écoute. Hein. Attention, ne soyez pas trop directif dans cette approche-là. Et merci alors pour son commentaire, pour crever l'abcès. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la dernière partie. Attention, jingle. Si j'y arrive. Non, je ne vais pas y arriver. Si je vais y arriver. Dans cette dernière partie, on va essayer de trouver des solutions à tout ce qu'on s'est dit là. On a approché pas mal de sujets. On a approché globalement l'écoute managériale. Je vais essayer d'expliquer comment, chez Human Experience, on peut mettre des solutions là-dessus. N'hésite pas à rebondir, Guillaume, avec ton approche et ton visuel, bien sûr. Sur le premier sujet, on était sur pourquoi cette thématique est-elle incontournable. Celle-là, je n'ai pas vraiment de manière d'y répondre, si ce n'est que par l'immersion, même au stade du team building, déjà de mettre les gens ensemble, ça permet d'ouvrir le discours. Vous pouvez reconnecter des gens qui ne se seraient pas reconnectés dans le cadre professionnel dans une salle de réunion. Je pense qu'on est capable d'apporter des solutions d'échange et de partage qui sont hors cadre. Tu parlais de prendre le café à l'extérieur, je vais reboucler là-dessus. Se retrouver ensemble dans une mission spéciale, ça crée un cadre extérieur. On est OK avec ça? Complètement. L'écoute là-dedans, forcément, elle est indispensable parce que les activités le nécessitent. Je fais le transfert avec la formation, hein, c'est la même réponse. Hein. Ouais. L'écoute est indispensable dans le cadre d'une formation, par l'équipe elle-même, dans le cadre de l'immersion. Pour la deuxième question, quelle erreur vois-tu souvent? Chez Human, on a cette approche effectivement de l'immersion et du coup, on voit des choses apparaître qui sont hyper intéressantes dans le but de soigner, d'accord, d'apporter des résolutions, des solutions aux problèmes. Quelle est la vraie question là-dessus? Est-ce que c'est de ne pas refaire les erreurs, parce qu'on les voit souvent? Est-ce que c'est de ne pas refaire les erreurs ou est-ce que c'est finalement c'est de les faire et de les régler en équipe? Quelle potentialité tu donnes toi au fait de régler en équipe dans la partie écoute, corrélée à la partie écoute? Régler en équipe, c'est l'idéal, de régler les sujets en équipe plutôt que de façon individuelle.
parfois, il y a besoin de cette individualité quand le mal-être est trop profond. Trop fort, ouais. Mais déjà, commencer en groupe, c'est super important. Ça va créer du lien dans l'équipe. En plus, ça crée du lien. Et l'écoute vient du lien. Donc, pour le coup, on boucle la boucle. Il peut y avoir une double écoute, hein, une écoute de groupe et en parallèle des écoutes individuelles. C'est des choses qu'on sait mettre en place chez Human au travers des formations où on est capable, par l'immersion qui peut être pratiquée en prémisse, de mettre en place différents steps de travail qui soient individuels, groupe, binôme, etc., l'après-midi pour améliorer, pour optimiser cette approche-là. On va passer à la 4e question. C'est pas du tout cet affichage-là. Voilà. Pourquoi une mauvaise écoute mène au désengagement? Alors, je vais faire le parallèle encore une fois sur les outils. Aujourd'hui, je pense que le désengagement vient du désengagement lui-même. C'est-à-dire qu'on a oublié d'engager les équipes dans leurs relations interpersonnelles. On les engage dans le boulot, on leur demande des objectifs importants. On bosse dans des boîtes, on bosse pas dans... C'est pas du loisir, d'accord? C'est pas notre loisir personnel. Je pense qu'on a oublié d'engager les gens dans l'engagement et il faut engager les équipes et les faire travailler ensemble et les habituer à s'engager ensemble. On l'a dit tout à l'heure en tout début d'émission, les nouvelles générations ont une approche sociale qui est différente de nos générations. Et donc pour ça, il faut les accompagner dans l'engagement social. Ce sont beaucoup moins que nous des gens sociaux. Je m'explique par là, il n'y a pas de discrimination, ce n'est pas du tout le job, mais ils ont été moins amenés par ça. Ils passent énormément de temps sur des supports type réseaux sociaux qui sont des supports individualisants. Ouais. Et donc, du coup, il faut reconstruire les codes sociaux. Pour autant, dès que vous le faites, ça marche. Du tonnerre, parce qu'ils ont besoin de ça intrinsèquement. C'est au-delà de savoir le faire ou pas savoir le faire, on en a besoin. On reste des humains et des humains sociaux. On est fait pour vivre aussi en équipe, on n'est pas fait pour vivre esselé et complètement isolé. Donc l'engagement crée l'engagement. Et plus on engage des équipes, et plus on les fait travailler ensemble, et plus on amène des solutions de collaboration, je pense plus ça facilite l'échange. On va aller sur la dernière question, et on clôturera. Là, on a dépassé un petit peu le timing. Qu'est-ce qui empêchait les managers d'adopter une bonne posture? Je pense qu'on en revient finalement aussi à ce qu'on s'est dit, c'est de leur donner les clés. Exactement. Les clés, elles ne sont pas humaines et intrinsèques. On ne se lève pas le matin avec une intuition. C'est ça, et on est dans un monde où les serrures changent, on va dire, tous les 6 mois. Mmh. Et donc, il faut changer les clés. Exactement. J'adore cette idée-là. Effectivement, dans les solutions, si je peux reboucler avec la force de l'immersion, l'immersion met cette posture en avant automatiquement et on a la capacité, parce qu'on est quand même tous bien lotis au niveau cognitif, on est capable même de changer soi-même. Je le vois, moi, dans certaines immersions où les gens évoluent en 1h30. Ouais. Entre le postulat de départ et le besoin qu'impose le système lui-même, en 1h30, on peut avoir une évolution qualitative sur un profil. C'est hyper puissant. Alors après, les chiffres, je vais les redonner pour ceux qui nous écoutent souvent. Vous les connaissez déjà, je suis désolé, je vais me répéter un peu. Mais la transmission par l'immersion, par le jeu, Stanford aux États-Unis le dit, l'université de Stanford, c'est 6 fois plus puissant que n'importe quelle transmission. Et je pense que c'est pour ça qu'on peut avoir des évolutions très rapides sur des immersions de formation. Parfait. Eh bien, écoutez, j'ai été ravi de partager ce moment avec vous. J'ai été ravi de partager ce moment avec toi, Guillaume. Je te remercie pour ton intervention d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Aurélien. C'est hyper cool. J'adore les exemples. J'adore l'authenticité que tu peux donner à ces approches-là. Merci. Je vous souhaite à tous une excellente semaine de la QVCT. Soyez bienveillants dans vos entreprises. Soyez performants dans cette bienveillance. L'idée, ce n'est pas de la bienveillance bullshit, s'il vous plaît, mais plutôt de la bienveillance technique. On est là pour faire des trucs cool. Et je vous laisse le site internet de la marque, Human Experience, si vous voulez y aller. Et je vais afficher la dernière slide 2 secondes pour que vous puissiez scanner nos profils. Et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour le webinaire de cet après-midi. Excellente semaine à tous. Excellente journée. Et là, il faut que je vous trouve la slide. Et je vais la trouver. Hop. Tac.
Elle est là et vous pouvez scanner nos profils si vous le souhaitez, nous ajouter et nous poser toutes les questions qu'on n'aurait pas eu le temps de voir pendant ce live. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous. Merci.